Bienvenue à tous et merci d'avoir choisi MTV+ pour vous informer. Commençons tout de suite cette édition avec les principaux titres à la une. Évaluation du dispositif de lutte contre l'orpaillage clandestin en Côte d'Ivoire. Un atelier a réuni acteurs miniers et professionnels agricoles. Sur le continent africain, Afreximbank décidé à soutenir la jeunesse qui souhaite investir dans les industries culturelles. Ailleurs dans le monde, le sommet 2023 des leaders mondiaux contre le cancer s'est tenu en Californie avec la participation effective de 350 leaders. C'est un réel plaisir de vous retrouver sur MTV+ pour cette nouvelle édition de l'actualité consacrée aux infos d'ici et d'ailleurs. Commençons tout de suite par la Côte d'Ivoire. Je vous le disais en titre, le gouvernement ivoirien a décidé d'évaluer son dispositif de lutte contre l'orpaillage clandestin. L'atelier a réuni acteurs miniers et professionnels agricoles. On en sait plus dans ce résumé signé RTI. Toutes les études le confirment. L'orpaillage clandestin est devenu une catastrophe pour la biodiversité et un facteur de désintégration des équilibres socio-économiques. Il provoque notamment l'insécurité alimentaire liée à l'abandon des activités agricoles au profit de l'exploitation artisanale de l'or. Pour faire face au phénomène, les autorités ont mobilisé d'importants moyens institutionnels et un dispositif préventif qui tarde à montrer l'efficacité attendue. Après 2 années de mise en application, nous voulons aujourd'hui savoir quels sont les impacts des recommandations que nous avons pu faire sur l'agriculture en Côte d'Ivoire. Les moyens, il faut les améliorer parce que nous pensons qu'aujourd'hui, il faut mettre une plateforme d'éveil sur les sites. Les évaluations, du moins ce nouveau dispositif consultatif engagé par le secteur privé, devraient déboucher sur des actions complémentaires aux dispositifs préventifs existants. Dispositif préventif qui a tout de même permis quelques avancées. Toute la mafia qui était installée au niveau des différents acteurs ont été mis sous scellé. Aussi, l'administration a regardé réellement l'accélération des délivrances des autorisations qui sont très profitables aujourd'hui. Il faut dire aussi que nous, les acteurs en tant que tels, nous sommes en train d'être sensibilisés par rapport à la déclaration des différents types de production. L'enjeu est d'amener les acteurs du secteur à se mettre en règle, d'autant que l'orpaillage peut être une activité génératrice de revenus et pourvoyeuse d'emplois décents. Nous pensons que la partie faible actuellement, c'est, on va dire, cette collaboration sur le terrain avec les acteurs, notamment le ministère de l'Agriculture, le ministère des Mines. Nous avons besoin qu'il y ait une collaboration entre toutes ces entités-là et l'UNEMAF afin qu'on sente sur le terrain les avancées de nos recommandations. Au moins 500 000 personnes exercent dans les mines artisanales aurifères. Le gouvernement mise sur l'or pour porter la part des mines dans le PIB à 6%. Cet objectif devrait être atteint en augmentant la production d'or à 65% d'ici 2025. L'actualité africaine à présent avec cette décision de la banque Afreximbank qui a décidé de poursuivre l'investissement aux côtés de la jeunesse africaine qui décide d'entreprendre dans le secteur des industries culturelles. On en sait plus tout de suite grâce à ce résumé signé le confrère d'Africa 24. L'extrême jeunesse de la population africaine est un atout en vue de l'atteinte de ses objectifs de développement. Mais cela pourrait se révéler en danger à cause notamment du sous-emploi, défi des pouvoirs publics africains. Sur ces 1,5 milliard de personnes, le continent compte plus de 400 millions de jeunes âgés de 15 à 35 ans. Une population riche de ces initiatives entrepreneuriales. Plus de 26% des femmes en âge de travailler en Afrique, par exemple, se lancent dans l'entrepreneuriat. Mais les difficultés d'accès au financement sont des obstacles majeurs à la contribution du capital humain africain à son développement. Une situation préoccupante pour les dirigeants de la banque africaine d'import-export Afreximbank. La première chose que l'on vous dira, c'est que l'Afrique a la population la plus jeune du monde. Mais nous avons reconnu à Afreximbank que cela peut être un atout, mais aussi un défi. Bien qu'à chaque fois nous en parlons, nous supposons que le fait d'avoir beaucoup d'enfants et de jeunes partout nous amènera immédiatement à l'Eldorado que nous recherchons. Mais cela peut aussi constituer des difficultés. Capitaliser l'atout de la jeunesse africaine exige un accroissement des investissements dans les facteurs de développement économique et social afin d'améliorer l'indice de développement des pays africains tout en mettant en accent sur la facilitation de crédit pour les startups.
L'une des solutions se trouve dans le programme de l'institution bancaire, Lucanex, un programme mis en place pour soutenir les projets des industries créatives par le financement, mais aussi par la formation ou le renforcement des capacités, autant qu'il ambitionne à connecter les industries créatives et culturelles africaines par un réseautage. Dans le cadre du programme Creative Africa Nexus, nous couvrons tous les aspects de l'industrie créative, du sport à la mode en passant par la musique, le cinéma et même l'art culinaire. Nous disposons également d'un fonds pour le développement en Afrique. Ce fonds comporte désormais un volet capital risque. Cet élément est destiné à soutenir les startups, à nous aider à soutenir le programme d'accélération que nous lançons pour nous assurer que les entreprises qui se développent sont soutenues, car nous savons qu'elles sont risquées, mais qu'elles ont besoin de capital. En 2022, Afreximbank a lancé avec Trace une chaîne de télévision culturelle lors du Canex Weekend Academia, une formation en ligne avec près de 130 cours et dédiée à la formation professionnelle. 412 millions de dollars en partenariat de financement avaient été conclus. Toujours dans l'actualité africaine, nous nous rendons cette fois-ci au Ghana pour suivre cette actualité triste. Des pluies diluviennes qui ont frappé l'est du pays ont contraint 26 000 personnes à quitter champs et domiciles. Ils sont pris en charge par le gouvernement ghanéen. Le constat tout de suite sur ces images. Près de 26 000 personnes ont été forcées d'évacuer leur maison dans l'est du Ghana à la demande des autorités en raison d'inondations provoquées par plusieurs jours de fortes pluies. Les agriculteurs ont vu leurs champs complètement détruits et les écoles fermées après le débordement des 2 barrages hydroélectriques à Kosombo et Pong. Les zones les plus touchées sont Soga-Kofé, Ségé ou encore Mépé dans la région de la Volta. Ces villes submergées où résidaient des pêcheurs et des agriculteurs se retrouvent privées d'eau et d'électricité. Les habitants ont dû être déplacés vers des lieux de refuge. Les conséquences de la montée des eaux sont désastreuses pour nous. Depuis plus d'une semaine, nous n'avons rien pu faire contre cette eau. Il s'agit des pires inondations enregistrées dans cette région depuis au moins 2010, selon la NADMO, l'Organisation nationale de gestion des catastrophes du Ghana, bien que ce ne soit pas la première fois que les autorités locales ouvrent les vannes de ces barrages pour éviter qu'ils ne cèdent. L'ampleur du débordement a pourtant pris de nombreux habitants par surprise. Des membres de l'opposition dénoncent une mauvaise gestion de la part des autorités locales. J'exigerai une enquête sur cette affaire. Les responsables devront être jugés et surtout des réformes devront être mises en place pour éviter que cette situation ne se reproduise. Les experts de la santé craignent le déclenchement dans ces régions d'une épidémie de maladies transmises par l'eau. Il peut y avoir des épidémies de choléra et de typhoïde en raison du fait que les eaux usées ont débordé et ont été rejetées un peu partout. Les cas de paludisme peuvent également augmenter. De leur côté, les responsables de l'autorité du fleuve Volta disent avoir prévenu les riverains il y a plusieurs mois au sujet du processus du déversement des eaux des barrages et de ce fait, organiser l'évacuation de la population assurant qu'aucun décès n'a jusqu'ici été rapporté. Le déversement peut se produire bien que nous prévoyons que les eaux vont baisser jusqu'à la phase 1. Pour sauvegarder ce barrage, nous devons déverser de l'eau. Les opérations de sauvetage se poursuivent et le président Nana Akufo-Addo a mis en place un comité pour porter secours aux sinistrés. Cette année, le Ghana connaît une augmentation marquée de la fréquence de phénomènes météorologiques imprévisibles. La République démocratique du Congo mène une véritable offensive diplomatique sur le plan économique. Le vice-premier ministre de la RDC, Vital Kamerhe, se trouve en ce moment au Canada, où il explique aux investisseurs qu'il y a de la place à prendre dans le secteur de l'extraction en RDC. Le résumé tout de suite sur ces images. En République démocratique du Congo, les autorités tiennent à améliorer le climat des affaires afin de permettre aux investisseurs d'investir conséquemment dans le pays. L'activité économique du pays d'Afrique centrale est restée soutenue avec un taux de croissance estimé à 8,5% en 2022 contre 6,2% en 2021 selon les données de la Banque africaine de développement. Cette performance s'expliquerait par le dynamisme de l'industrie extractive, plus 20,8%, et la relance du secteur non extractif, plus 3,2%, tirée par les services. Malgré la détérioration de la situation sécuritaire dans l'est du pays, Vital Kamerhe, vice-premier ministre et ministre de l'économie de la RDC, à l'heure du forum Canada-Afrique, tenu début octobre 2023 au Canada,
mis en exergue le potentiel économique de son pays et incité les investisseurs internationaux, notamment canadiens, à y investir davantage. Vous aurez constaté que la République démocratique du Congo répond 5 sur 5 aux sollicitations, aux ambitions des investisseurs avisés de la République démocratique du Congo comme c'est le reste du monde. Premier pays africain producteur de cuivre et premier producteur mondial de cobalt, l'industrie extractive en République démocratique du Congo s'est développée de manière significative ces 20 dernières années. Elle représente actuellement plus de 20% du PIB et constitue près d'un tiers des recettes de l'État. Selon les études de l'Université de Columbia, le secteur minier de la RDC dans sa globalité est estimé à 24 milliards de dollars américains. Mais si vous comparez au PIB de l'Arabie Saoudite, c'est 19 000 milliards. Mais dans ce domaine de mines, nous avons le cobalt, dont la République démocratique du Congo est le premier producteur. Nous avons le cuivre. Tout ça sont des minéraux stratégiques. La République démocratique du Congo détient d'importantes réserves et ressources minières. Cependant, la croissance du secteur minier n'a pas eu l'effet attendu sur le développement économique et social du pays et n'a que peu contribué à la réduction de la pauvreté de la population congolaise. Je vous le disais en titre, le sommet 2023 des leaders mondiaux engagés dans la lutte contre le cancer s'est réuni en Californie aux États-Unis. 350 leaders étaient présents à cette manifestation mondiale. L'édition 2023 du sommet des leaders du monde contre le cancer a réuni à Long Beach, en Californie, 350 dirigeants d'organisations de lutte contre le cancer venus du monde entier. L'objectif était de trouver des solutions aux enjeux liés aux soins contre le cancer. Jeannette Kagame, première dame du Rwanda, déplore un accès aux soins encore trop limité pour de nombreux groupes de population. Environ 40% des décès liés au cancer, l'équivalent de 4 millions, auraient pu être évités par la seule mise en œuvre de stratégies efficaces de prévention du cancer. Des stratégies possibles sur tout le continent, y compris dans les pays à faible revenu. C'est une réalité difficile à affronter. Des médecins, des décideurs politiques, des chercheurs et des patients ont pris la parole, soulignant la nécessité d'assurer la continuité des services de cancérologie, même en situation de crise. Nous pensons toujours que la santé est un produit de la paix, mais nous devons penser que la paix peut découler de la santé. En effet, dans toutes les régions où se déroulent des conflits, le cancer constitue l'une des principales menaces pour la santé. Vu le coût des traitements contre le cancer, ils peuvent être perçus comme étant uniquement réservés aux patients des pays à revenus élevés. Pour l'oncologue Myriam Mutebi, il faudrait simplement améliorer le dépistage chez les populations mal desservies et permettre l'accès à des soins de qualité contre le cancer sans distinction de sexe ou de conditions socio-économiques. Les soins contre le cancer ne sont pas bon marché partout dans le monde, mais nous savons qu'en moyenne, les patients d'Afrique subsaharienne paient 3 à 4 fois plus cher. Il s'agit de faire passer un message sur les investissements dans le domaine de la santé et les dividendes qui en découlent, en détectant les cancers plus tôt, en réduisant les coûts pour le système et en rendant les membres de nos communautés plus productifs. Avec 10 millions de décès en 2020 selon l'OMS, le cancer est l'une des principales causes de mortalité dans le monde. Un tiers des cancers sont dus au tabac, à l'alcool ou une mauvaise alimentation. Après les États-Unis, revenons sur le vieux continent. L'Europe frappée en l'espace d'une semaine par 2 attentats terroristes, respectivement en France et en Belgique. L'Union européenne, interpellée par la situation, a décidé de renforcer sa coopération. Les ministres de l'Intérieur de l'Union européenne se sont retrouvés jeudi à Luxembourg pour évoquer les conséquences des 2 attentats terroristes qui se sont produits en moins d'une semaine en Europe. Dans les jours qui ont suivi les attaques menées par le Hamas contre Israël, un professeur a été tué en France, dans la ville d'Arras. Lundi, à Bruxelles, un homme a tiré sur 2 Suédois. L'assaillant, d'origine tunisienne, a profité des lacunes dans le système d'asile européen pour rester sous les radars, même si son dossier était connu des autorités. The guy who was then committing the crimes, the terror crimes in Belgium, on Monday night, he was deported from Sweden in 2010 as a Dublin case, and since then he obviously has been able to
will show up in different countries in the Union. So that also underscores, I think, of the Dublin system, the border control, efficient return systems, sharing information between our member countries. Les ministres soulignent la nécessité de lutter contre la radicalisation en ligne qui a servi de catalyseur dans les 2 dernières attaques. Ils promettent donc davantage de coopération comme l'échange d'informations entre les États membres. Les 27 demandent aussi des contrôles plus efficaces aux frontières extérieures de l'Union. Les ministres disent également vouloir accélérer le retour dans leur pays d'origine des migrants illégaux. Il devrait même être obligatoire s'ils représentent une menace pour la sécurité, selon la Commission européenne. We have done a lot. So already this year we've seen an increase with 20% of returnees. So we are actually effectively returning more people today. Et c'est ici que nous refermons les pages de cette édition. Ça a été un plaisir d'être en votre compagnie. Je vous souhaite de passer une excellente journée sur MTV+. Merci à vous tous de votre aimable fidélité à l'ensemble de nos programmes et principalement au journal télévisé.